Bonjour à vous, alors aujourd'hui j'interviens très rapidement, c'est juste pour vous dire qu'on est lundi et que le lundi je propose un format de vidéo complètement différent. Vous verrez, elles sont extraites de mes programmes, de toutes mes formations, donc prenez plaisir, prenez des notes et ça ne change rien au fait que vous puissiez télécharger mes bonus qui sont au-dessous ou simplement vous abonner. Allez, bon visionnage et à vos notes. Bonjour, bienvenue sur ce cours numéro 4 intitulé Ville vs Campagne. Alors, il ne s'agit pas du tout d'un combat ou de prôner pour l'un ou pour l'autre, simplement de mettre quelques petits outils de comparaison. Donc, j'avais relevé un petit proverbe sur Internet, donc j'ai marqué anonyme parce que c'est une personne qui s'est mis anonyme. Le premier pas pour avoir ce que vous voulez, c'est d'avoir le courage de quitter ce que vous ne voulez plus. Je vous laisse méditer sur ce petit proverbe et on va attaquer tout de suite. Alors, les plus grandes villes. La rentabilité est assez basse, due aux achats à des prix très élevés. Notamment, au moment où je tourne cette vidéo, on est sur des prix relativement, mais vraiment très élevés dans des villes. Et il n'y a pas uniquement Paris. Je pourrais prendre l'exemple de Bordeaux ou de Lyon, où on a passé un cap, on va dire, sur le prix au mètre carré quand on considère des biens dans Bordeaux même ou dans les grandes villes même et aux alentours assez proches. Sans stratégie particulière, il est très difficile d'être à l'autofinancement. Même, c'est quasiment impossible pour débuter. Un premier investissement dans une ville comme ça plomberait totalement la capacité d'emprunt nécessaire pour enchaîner les investissements et donc vous entraîner vers votre route de rentier ou de multipropriétaire. Les bonnes affaires ne procureront jamais une rentabilité nette extraordinaire. Toujours sur les plus grandes villes, ce n'est pas obligatoirement les 10 plus grandes de France, quand je parle des grandes villes. Les centres-villes sont aussi dans ce cas pour beaucoup de villes, même qui ont beaucoup moins d'habitants que les plus grosses, et il convient justement de bien y réfléchir. Donc les inconvénients, comme c'est exposé dans ce cadre, on va avoir une rentabilité qui va être très difficile à obtenir. Une bonne affaire sera un autofinancement lui-même pas évident à obtenir, et il va falloir créer la bonne affaire. Donc, c'est encore pire qu'ailleurs puisqu'il va falloir développer des stratégies locatives pour augmenter la rentabilité pour que l'affaire devienne à peine bonne au final. Il y a une très forte concurrence à l'achat en plus et c'est très très improbable pour débuter. Donc, c'est ce que je vous expose ici. Je pense que j'ai pas mal insisté, mais c'est aussi pour vous. Je vois trop de choses sur Internet, c'est pour ça que je préfère vous rassurer dès maintenant. Ne vous inquiétez pas si vous n'achetez pas au cœur même d'une grande ville. Donc, les règles concernant certaines stratégies locatives sont aussi parfois limitantes puisque qui dit grande ville dit aussi beaucoup de tourisme, ce qui est très intéressant. Beaucoup qui sont lancés en courte durée et il y a beaucoup de grandes villes, notamment pour le coup avec un nombre supérieur à 200 000 habitants, qui ont posé des règles, notamment la règle de compensation, où si vous achetez un bien pour le louer en courte durée, il faut alors que vous achetiez un autre bien qui lui sera loué en longue durée. Sinon, vous êtes interdit de le faire pour ce premier achat. Voilà, il y a des règles qui sont mises en place comme ça que vous n'avez pas dans des agglomérations beaucoup plus petites. Les avantages, vous n'avez aucun problème pour trouver des locataires et vous avez une forte probabilité de plus-value à la revente. Alors attention, je mets à nouveau le bémol, si vous achetez très cher maintenant, je ne vois pas comment on pourrait doubler dans les quelques années à venir ou alors ça voudra dire que l'immobilier est devenu quand même très compliqué. Donc la décote est peu probable et vous pouvez multiplier les stratégies locatives, vous n'avez aucun risque en termes de demande, vous avez juste un risque en termes de légalité et le fait que la ville mette des bâtons dans les roues. Les plus petites villes, je parle de villes de 10 000 habitants à 80 000, je ne sais pas si c'est vraiment, n'attendez pas, les questions qui arrivent sur Internet sont aussi, est-ce que je peux investir dans une ville à 10 000 habitants, est-ce que je peux investir dans une ville à 30 000? Ne restez pas bloqué avec ça, on va le voir, il y a des éléments très importants sur le dynamisme et parfois une ville à moins, je ne sais pas, à 5, à 10, à 15, à 20 000 habitants, a un fort potentiel devant elle. Certains villages peuvent être très intéressants. Quand je dis village, voilà, je les mets entre guillemets, c'est aussi pour vraiment nuancer une nouvelle fois. Il faut vérifier certains critères grâce à des outils et grâce aux tests, notamment des tests de demande locative, des tests de dynamisme, des tests de logique. Quand je dis test de dynamisme, on va le voir, c'est en utilisant un outil et les tests de demande locative, ça va être beaucoup plus sur des tests que vous allez mettre en place en fonction de certaines stratégies. Vous allez voir que pour une même location meublée, on peut avoir vraiment des dizaines de stratégies locatives. Alors, les plus petites villes, on peut être sur des petites villes très dynamiques ou alors s'écarter des centres-villes pour justement avoir des biens un peu moins chers.
Il faut avoir une vraie réflexion, tester, c'est capital pour bien comprendre. J'ai l'habitude de dire que je connais des dizaines de gros investisseurs, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, mais j'ai anticipé, mais qui ont commencé avec en achetant des villes, et je vous ai mis de 2000 habitants, et c'est même pas vrai ou tout à fait exact, puisque j'en connais au moins 2 qui ont commencé dans des villes ou villages à moins de 500 habitants, et qui sont pourtant multimillionnaires à l'heure actuelle. L'important est de tester et de faire preuve de logique. Faites confiance, vous allez apprendre des choses, vous allez développer votre état d'esprit, commencez à faire confiance à votre logique. Si vous avez fait des tests, si vous vous rendez compte qu'il y a un certain dynamisme, si vous vous rendez compte que vous avez fait une très bonne affaire et qu'il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait pas une personne qui achète ce bien plus tard en restant dans les mêmes chiffres pour faire une belle affaire rentable, pourquoi ne pas l'acheter? Pourquoi ne pas faire preuve de logique et pourquoi ne pas se faire confiance à ce moment-là? Il faut quand même penser un petit peu à l'avenir du secteur et bien comprendre si la demande locative existante à un instant T sera encore valable à un instant T plus 5 ans, plus 6 ans, plus 10 ans. Voilà, c'est des petites réflexions ou des vraies réflexions qu'il convient d'avoir et pour ça, on va s'appuyer sur des outils. Donc les plus petites villes, une nouvelle fois, dans ce type de secteur après test, il est primordial de respecter au moins la règle des 70. Alors, je reviens sur le point que vous avez vu auparavant. Dans les plus petites villes, clairement, votre objectif, c'est respecter la règle des 70, coûte que coûte au minimum, au moins avec l'emprunt, c'est-à-dire que l'emprunt corresponde à 70% de vos loyers. C'est hyper important pour justement anticiper une revente qui sera peut-être pas avec une plus-value, qui sera peut-être au même prix en considérant vos travaux. Donc, respecter au moins cette règle, c'est vraiment très important. Il est aussi très important d'obtenir du cash flow. Et si vous respectez ces règles, vous faites vos preuves et vous ne vous pénalisez pas en cas de revente du bien. Je l'ai déjà un petit peu dit, mais vraiment, j'insiste, c'est important. Un bien acheté trop cher à un instant T, ça va être compliqué pour la revente 5, 10, 15 ans plus tard. Le top du top, c'est de trouver le compromis avec une bonne rentabilité et une ville dynamique. En fait, le fait de s'excentrer des villes est souvent très intéressant pour ça. Vous allez trouver le compromis avec cette affaire rentable qui respecte la règle des 70 et en même temps, vous restez sur un secteur qui va s'avérer être dynamique ou qui est proche d'une zone très dynamique sur lequel vous allez avoir des potentiels locataires actifs qui ne poseront aucun souci. Les inconvénients, c'est bien vérifier la demande locative. Je l'ai mis dans inconvénient parce qu'il fallait que je le mette. Honnêtement, ce n'est pas un inconvénient, c'est même très enrichissant, mais je me devais de le mettre ici. On doit le vérifier encore plus que dans une grande agglomération. Il faut faire des études assez poussées de dynamisme au départ pour bien se rendre compte de ce qui va se passer dans les années futures. Vous avez une obligation de réaliser une très belle rentabilité, comme on l'a évoqué, au moins la règle des 70. Et surtout, n'espérez pas une plus-value à la revente. Si elle arrive, c'est tant mieux, ça sera la cerise sur le gâteau. Mais ne prenez pas cet objectif comme valeur sûre et comme quoi c'est la ville pour laquelle vous achetez parce qu'il y aura une plus-value. Surtout pas. Les avantages, on va avoir une belle rentabilité, une obligation de réaliser une belle rentabilité. Le fait d'avoir cette obligation, c'est très bien parce que ça va vous permettre justement de faire ce qu'il faut, apporter de la valeur et justement faire en sorte d'obtenir cette rentabilité qui va vous laisser sereine ou serein chaque mois. La rénovation, elle sera obligatoire parce que vous allez faire mieux que les autres et du coup, vous allez avoir une baisse de l'imposition, voire une annulation de l'imposition. Il y a peu de concurrence dans le qualitatif, ça aussi c'est très bien. Et c'est toujours des stratégies locatives peu exploitées qui vont amener vers un cash flow plus. Des stratégies locatives peu exploitées, je vous le rappelle, on n'est pas forcément sur des stratégies de dingue, on n'est pas forcément sur des stratégies où il faut que l'on couple la stratégie courte durée, longue durée, colocation. Simplement, il faut faire mieux que les autres. Et parfois, faire mieux que les autres, c'est déjà faire et proposer des biens de qualité rénovée. Voilà, donc ça reste des vrais avantages parce que à l'heure actuelle, on peut dire que même dans une grande ville, si vous êtes sur une stratégie locative court terme, Airbnb notamment, il va falloir vraiment se différencier et faire des biens d'une extrême qualité puisque les gens qui mettent le prix en Airbnb sur certains secteurs s'attendent vraiment à du qualitatif. Et là, ça devient très concurrentiel. Vous n'avez pas du tout ce problème dans des villes qui vont être plus petites et qui vont vous permettre de voir les choses autrement. J'ai repris la fameuse expression l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. L'emplacement numéro 1, on parle de la ville. Alors, je vais évoquer ces 3 points avec ma vision des choses, avec mon expérience et mon recul, et aussi sans dénaturer la personne qui avait parlé de ces 3 pôles qui sont quand même très importants. Donc, l'emplacement numéro 1, c'est on parle de la ville. On parle du lieu en France. C'est un premier critère à choisir.
il faut s'en imprégner, il faut choisir. La plupart du temps, c'est souvent proche de chez soi parce qu'on connaît les secteurs, on connaît la demande et c'est plus facile pour nous de nous engager. L'emplacement numéro 2, c'est celui dans la ville. Il est très important, il demande une bonne connaissance de la ville et c'est aussi, il nécessite d'être vigilant par rapport à certains secteurs. Vous devez penser au bien-être des locataires et vous devez ne pas hésiter à questionner éventuellement des voisins si vous n'êtes pas certain de certaines données. Donc, l'emplacement numéro 2 correspond bien à celui dans la ville. L'emplacement numéro 3, il correspond à la zone du bien, donc à l'appartement dans l'immeuble, voir s'il n'y a pas de souci si on achète ici, notamment avec l'immeuble de rapport. Ça peut être aussi l'emplacement avec la vue, l'ensoleillement, le fait que l'appartement soit bien éclairé. En tout cas, cet emplacement numéro 3, il correspond de manière beaucoup plus précise à la zone du bien. Donc, vous devez faire preuve de logique par rapport à ces biens. J'ai envie de dire que si on parle de la ville et que vous êtes dans une ville peut-être avec moins d'habitants, plus facile à exploiter, ça serait quand même dommage d'aller choisir un secteur où le seul quartier qui va être pénible, alors qu'au final, vous aviez beaucoup plus de choix ailleurs et c'était assez facile d'aller vérifier. Parce que dans une plus petite ville, connaître les secteurs ne demande pas beaucoup d'efforts. Ensuite, l'emplacement numéro 3, vous devez quand même être vigilant à ça aussi. Par expérience, il faut faire attention peut-être notamment si vous avez un bail commercial au rez-de-chaussée, un restaurant de qualité, ça ne pose aucun souci. Si vous avez un kebab par exemple qui va peut-être être un peu plus bruyant avec des jeunes qui restent plus longtemps le soir, ça peut amener à ce que vos locataires partent malgré le fait que vous ayez des logements de très bonne qualité. Donc essayez de réfléchir à ces petites choses déjà pour cet emplacement numéro 3. Et si vous êtes dans vous achetez un appartement dans un immeuble ou si vous êtes sur une création d'appartement dans un immeuble, veillez quand même à la luminosité. Parce qu'on peut penser à de la découpe, on peut penser à un achat bien situé, mais la luminosité, c'est une des premières choses, un des premiers éléments que vont visionner les locataires quand ils vont entrer dans l'appartement. Donc, soit si vous n'avez pas envie de faire que des visites en pleine nuit pour pas que les locataires le voient, je vous invite vraiment à être soucieux de ça au départ. Mes conseils en général, alors là vous avez tout qui est apparu sur ce PowerPoint. J'aime bien les villes assez petites pour commencer avec des demandes locatives intéressantes. J'ai commencé comme ça, quand je dis assez petite, une nouvelle fois, vous avez vu, j'ai mis un exemple dessous. J'ai 2 immeubles dans une ville de 17 000 habitants. C'est des locations meublées que j'ai faites sur le long terme, qui sont très qualitatives et notamment très qualitatives si je compare avec ce qui se fait dans cette ville. Et je les loue. Je peux le dire, comme je l'ai marqué dans cet exemple, je les loue aussi cher par rapport à la surface que si j'étais dans des villes de 100 000 habitants. Donc, il faut quand même réfléchir à ça, c'est-à-dire que même en étant dans cette ville, en apportant la qualité supérieure, je me permets de louer des T2 qui sont loués aussi cher et même plus cher que dans certaines villes de 100 000 habitants. J'ai encore une personne de Rennes qui m'a fait la réflexion il n'y a pas très longtemps. Donc, moi, j'aime bien l'idée de maîtriser la ville, l'étude de marché, faire des belles rénovations et avoir de bons locataires. Ça va de soi, c'est-à-dire que si vous faites une bonne étude de marché, vous faites des belles rénovations, vous verrez que vous aurez les locataires qui vont avec. On va y revenir dans le relationnel avec les locataires, bien entendu, mais ça sera très important aussi pour votre sérénité sur le long terme. Donc c'est bien vous qui allez créer une très belle affaire dans cette ville si vous êtes certain du dynamisme de cette ville et que vous avez bien anticipé. Ne perdez pas de vue ce point. En conclusion, pour débuter, il faut quasiment oublier les grandes villes. Comme ça, si vous les oubliez, vous n'aurez pas de surprise et vous ne passerez pas votre temps à chercher quelque chose qui n'existe pas. Les plus petites villes demandent des tests sérieux de dynamisme, on va le voir dans une prochaine vidéo. Il y a souvent des stratégies locatives non exploitées, il n'y a pas de vérité exacte, il faut faire preuve de logique et de pragmatisme. Les tests sont très importants. Une nouvelle fois, je le dis pour conclure ce cours, ne vous laissez pas embarquer dans des discours que vous trouvez sur le net où on va vous dire c'est inutile d'acheter dans des villes de moins de 100 000 habitants, où on va vous dire c'est important d'acheter à la campagne, où faites votre preuve avec logique, faites vos tests, sachez pourquoi vous le faites, faites vos calculs et avec les outils qu'on va voir dans les prochaines vidéos, vous allez avoir tous les éléments pour découvrir justement quel est le compromis qui est très intéressant en termes de ville et en termes de grandeur de ville.